Pascal Paoli, héros d'une nation corse éphémère de 1755 à 1769. Nul insulaire ignore son nom, tant l'homme a marqué l'histoire de l'île. Peu connaissent pourtant sa véritable vie. Ce que l'on retient du personnage, c'est la destinée historique, le fait qu'il ait essayé de mettre en place dans cette petite île de moins de 150 000 habitants un modèle étatique novateur et moderne, qui bousculait alors le modèle des monarchies européennes pour plus de démocratie. Ce que l'on retient, c'est l'action de l'homme, nommé général de cette Corse indépendante. Ce sont les idées qui influencèrent les élites de son temps au point d'être souvent citées en référence lors des révolutions américaines et françaises. Ce que l'on retient, ce sont les événements, le parcours. Pourtant, l'homme n'est pas né révolutionnaire ou chef d'État. Il est né villageois, au sein d'une famille corse, et s'est construit comme tout un chacun au fur et à mesure de ses apprentissages, de ses expériences. C'est cette personnalité intime, cachée, qui a fait l'homme d'histoire, et que Karine a décidé aujourd'hui de pénétrer et de comprendre. Elle porte alors un magnifique projet, écrire une biographie de Pascal Paoli qui ne soit pas événementielle, mais chargée de sens et d'émotions. Trouver derrière le personnage historique toutes ces petites choses, ses troubles, ses rêves. En un mot, ces sentiments qui accompagnèrent l'homme jusqu'au sommet de l'État. Tu vois, je n'ai pas envie d'écrire l'histoire de l'homme de Ponténo, ni même celle du général de la nation corse. Non, moi, j'ai vraiment envie d'écrire l'histoire de l'homme, Pasquale Paoli. L'homme n'a d'intérêt que parce qu'il a été grand révolutionnaire. Sans quoi, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Oui, mais il n'est pas né grand révolutionnaire. Il est né enfant, comme tout le monde, dans une famille avec un père et une mère. Et ce sont les années qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Et tu vois, comprendre le révolutionnaire, eh bien, c'est déjà comprendre le parcours du jeune homme. Savoir d'où il venait, savoir quelles étaient les relations qu'il entretenait avec son père et sa mère, connaître ses croyances, ses rêves. Eh bien, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, si tu souhaites rédiger le parcours de l'homme, c'est une longue histoire. Et tu as raison, vu sous cet angle, cette histoire est peu connue. Eh bien, tu vois, l'homme vaut bien qu'on rattrape cet oubli. Alors, ma chère, il faudrait commencer par parler de son grand-père. Son grand-père s'appelait Libérate, il possédait un moulin, il était meunier. Il avait épousé une fille du hameau de Strait qui s'appelait Daria Maria. Mais le nom de famille de cette dame nous est inconnu, parce que les archives ont été détruites. Elles ont été incendiées à la fin du XVIIIe siècle. Et bien entendu, il existe un document de 1682 trouvé dans les archives de Gênes qui parle de sergent Liberato Paoli. Parce que Liberato avait fait ses classes militaires probablement dans un régiment corse. Alors il va obtenir le grade de sergent et ensuite va rentrer au village et reprendre l'activité familiale de meunier. Mais tu sais que le meunier était un personnage très important à l'époque. L'histoire des hommes ne s'est pas faite simplement avec les châteaux ou avec les églises. Le moulin faisait partie de l'histoire des hommes. Parce que c'est vrai que c'est vers lui que convergent toutes les récoltes et lui seul est capable de les transformer en nourriture. Alors on peut dire que le meunier et son moulin nourrissent les populations. Et c'est pour ça qu'il a un statut social très important au sein de la vie des communautés. Ben voilà, cela explique bien la notoriété de l'homme dans la région. Et cela explique aussi que Hyacinthe avait fait de bonnes études. Cela explique encore que même si la famille Paoli n'est pas noble, ils ne sont pas pauvres non plus. Alors Hyacinthe, lui, il possède plusieurs terrains autour du village qu'il a hérité de son père et de son grand-père, en partie dû au moulin familial. Mais j'ai souvent lu que Hyacinthe, le père de Pasquale, avait été médecin. Médecin, non, il a été docteur, mais il a obtenu un doctorat en droit, à Gênes. Parce que Hyacinthe, lui, il avait fait, comme tout bon enfant de bonne famille, il avait fait ses études au couvent de Morosalia. Et là, c'est le meilleur élève du village. Et grâce à cela, il va obtenir une bourse que les Génois vont lui octroyer et pouvoir faire ses études supérieures à Gênes. C'est comme Pasquale. Lui aussi a fait ses études au couvent San Francesco de Morosalia,
mais lui est parti à Naples pour réaliser ses études supérieures. Quant à Jacinto, grâce à ses études, il a pu obtenir le plus grand respect des notables et aussi obtenir toute légitimité pour être élu représentant de la piève du Rostine au Conseil des Nobles 12. Eh bien, comme quoi, on peut être né dans un petit hameau de 60 âmes et finir par siéger parmi les 12 représentants du peuple corse auprès du gouverneur génois à Bastia. Eh oui. Quelle carrière. On est bien là. Tu me parlais de la grand-mère, elle avait un joli prénom, c'était Daria Marie. Daria. Oh, j'adore. Et je crois même que notre Pasqualuccio a dû être baptisé ici à Santa Ribarada. Man padre del figlio del Santo Spirito. Oui, Karine, il était alors possible de gravir les échelons, même dans cette société monarchique qu'était la République de Gênes. Mais jusqu'à une certaine limite, bien sûr. La barrière infranchissable qui séparait les nobles du peuple. Les Paoli étaient des notables locaux, de riches propriétaires terriens, dont le parcours illustre parfaitement l'ascension de certaines familles de la bourgeoisie rurale en cette fin de XVIIe siècle. La Corse, qui s'était enfin débarrassée du problème barbaresque, connaissait une embellie économique. Les hommes de bonne famille, comme Hyacinthe Paoli, avaient pu faire des études dans de prestigieuses universités et étaient rentrés au pays occupés des fonctions importantes, notamment dans l'administration juridique du pays. La région du Rostino, où se trouve Morosalia, le village des Paoli, faisait alors partie d'un ensemble de terres communales prospères, où le niveau de vie était élevé. Tous les facteurs étaient alors réunis pour qu'une ou plusieurs de ces familles de notables puissent prétendre s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la société insulaire. Un muschetto e pistole, come les obelli. Et que ça brille. Hein. Ça me plaît. Hein. Tu devrais peut-être souligner que la notoriété des Paoli tient au beau mariage de Jacinto avec une fille d'un célèbre caporal, Dionisa Valentini. Si tu réfléchis, ça serait plutôt elle qui aurait fait un beau mariage. Parce que comme tu le sais, et ce depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui ont été toujours plus intéressées que les hommes. Bah. Alors là, je t'interdis de dire ça. Oh. Bah, d'ailleurs, je trouve que c'est Jacinto qui a fait un beau mariage. Parce que lui, bon d'accord, il était fils de meunier. Mais Dionisia Valentini était issu d'une famille de notables corses reconnus, issue de la tradition des caporali. Et son père avait même été capitaine sous Gênes. Et il avait été nommé en 1681 au Conseil des 12 représentant des populations du Rustino. Et son oncle était le curé de l'église piévane du Rustino, donc le personnage ecclésiastique le plus important de la Piève. Oui, mais il faut savoir que Dionise avait été déjà marié auparavant et que Jacinto avait épousé une femme divorcée, ce qui était plutôt rare à l'époque. C'est vrai qu'encore ça se faisait pas trop, ça. Hein. D'ailleurs, le simple fait de toucher la chevelure d'une femme la rendait inapte au mariage. Elle était, soi-disant, déshonorée, c'est dire. Mais c'est vrai que le fait qu'elle se soit remariée sans être veuve, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Oui, Jacinto était donc une planche de salut pour la belle. Et il était difficile à l'époque pour une femme divorcée de trouver un homme qui accepte de se marier avec elle. Oui, mais je te rappelle que c'est la femme qui avait la dot. Et Dionise avait hérité de son père en 1895 et elle possédait une très belle dot. Oui, i soldi corsi. Tu sais, c'est pour ne pas disperser le patrimoine familial que la maman de Pasquale, Dionise, s'est mariée avec son proche cousin en 1703.
Ça se faisait beaucoup dans les familles de notables. C'était des mariages arrangés pour permettre de conserver les biens et les patrimoines de la famille. Oui, bon, ce mariage n'aura duré que 7 ans. Ouais, c'est vrai. Et puis il a vraisemblablement été cassé pour cause de l'impuissance. Oh, c'est vrai qu'à l'époque, l'impuissance était en effet un des rares motifs acceptés par l'Église pour casser un mariage. Le mariage avait pour but principal la procréation. Et du fait que Dionys a pour oncle le pied-vent du Roustino, eh bien, forcément, ça va jouer un rôle dans cette décision qui est rare à l'époque. Rappelons que pour casser un mariage, il faut tout d'abord l'accord de l'évêque. Et ici, en l'occurrence, c'était l'évêque de Mariague qui était forcément bien avec la famille Valentini. Enfin, il fallait aussi avoir une bonne raison. Oui. Un homme s'intéressait à elle et acceptait de l'épouser en seconde noces. Et puis tu sais, le fait que la belle intéresse Hyacinthe Paoli, qui était quand même un jeune homme montant de la Piève, eh bien ça a forcément joué sur la décision de l'évêque. Moi, je pense que c'était un mariage beaucoup plus spontané. C'était un mariage d'amour. Ah, un mariage d'amour, ça c'est bien mieux. Bah oui. Et tu sais, j'ai même lu que Dionys avait été un amour de jeunesse. Eh oui. Mais bon, la pauvre, avec son statut de fille de caporal, on lui avait pas laissé le choix. Et elle avait été obligée d'épouser son cousin Germain. Alors ce second mariage, pour elle, ça a été une véritable libération. Ah oui, mais c'était difficile pour les femmes à l'époque. Mais une chose est sûre, c'est que Dionys, elle n'a pas eu d'enfant avec son cousin. Par contre, elle en a eu 6 avec Hyacinthe. Et on peut dire que Hyacinthe était un homme bien. Malgré ce qu'on dit, on raconte aussi que c'était un personnage intéressé, mais moi je dis comme toi, tu as raison, c'était un homme bon et un homme très sincère. C'est vrai. Et regarde, ça c'est ce que je voulais te montrer. C'est beau, hein? Alors tu sais ce que je préfère, moi, là? C'est l'épée. Moi j'aime bien les armes, mais de ce que je préfère ici, c'est Ugolombo, Gorno Marino. Tiens, viens voir, il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel. Regarde. L'annonce faite aux populations de l'élection au généralat de Pasquale Paoli. Waouh, ça c'est bien, hein? Incroyable, hein? Ouais, puis c'est bien écrit, hein? Et puis le portrait de notre général. Général. Et Pasquale Paoli. Il est réellement né d'une grande histoire d'amour. Ah oui. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, il regrettera de ne pas avoir connu sa mère. Tu sais que lorsqu'elle est morte, il était bébé. C'était en 1726-1727. Et il avouera par la suite ne pas se souvenir du regard de sa mère. Le premier grand drame de sa vie. Pasquale Paoli, il est né ici à Stret le 6 avril 1725. Et c'est le 6e enfant du couple. Parce qu'il a eu 2 sœurs, Chiara et Francesca. 2 autres sœurs sont mortes en bas âge. Et là, son frère aîné, Clemente. Et oui, ce sera le dernier né de la famille Paoli, le petit cadet. Oui. Et tu devrais aussi noter que dans l'état civil de Pasquale, en réalité, il s'appelle Anto Filippo Pasquale Paoli. Et ça, c'est important. Anto, en honneur à son parrain, qui était médecin. Philippe a fait son oncle, Philippe Valentini. Et Pasquale, parce qu'il est né le premier vendredi qui va précéder la Pâque. Alors, sa famille prétendra qu'il est né le 5 avril et non le 6. Le jeudi et non le vendredi, c'est pas superstition. En fait, le vendredi, c'est le jour de la crucifixion, le jour du jeûne, et aussi le jour, en fait, qui est néfaste pour le mental des insulaires. Et Pasquale Paoli va vivre ici, dans la maison familiale, et il va être éduqué par une nonne et des précepteurs. Quant à son papa, Hyacinthe, lui, il est très occupé par la politique. Il connaît les grands de cette île, et bien entendu, il va se faire élire au Conseil des Nobles 12. Quelle vie. Il fait chaud, hein? Arrête avec ça. C'est étouffant. Qu'est-ce qu'il devait dire, Pasquale? Ah oui, avec tout cet attirail, c'est pas évident, hein? En plus en été. Qui te dit que c'était en été? Regarde, il y a les feuilles des arbres. Châtaignier là-haut. Hein? Tu vas voir ça. Oui, sûr.
C'est que l'habit était important, mon cher Paul. Il faisait le moine, comme on dit, ou dans le cas présent, le notable respectable. Imaginez, les amis, ce que pouvait représenter l'intronisation au Conseil des Nobles 12 à Bastia pour un villageois du Roustino. C'était une promotion inespérée, l'aboutissement d'une longue carrière d'efforts. Enfin, c'est ce que les Corses pensaient, car dans la réalité, ce conseil n'avait qu'un pouvoir consultatif. Dans la société génoise, les organes juridiques étaient aux mains de quelques nobles, et ce conseil insulaire avait été inventé pour contenter les ambitions des notables locaux, certainement pas pour leur donner du pouvoir. Les élites corses avaient beau être formées dans les plus grandes universités italiennes, elles ne pouvaient pas accéder aux fonctions importantes de l'île, toutes réservées à des Génois de naissance. Génération après génération, la colère se fit plus forte. En ce début du XVIIIe siècle, cette société sclérosée finit par exploser. La révolte de 1730 va être dirigée par deux hommes. Eh oui. Le capitaine Luigi Giafferi et son beau-frère Andrea Ceccaldi. Ce sont deux personnages issus de familles de notables corses reconnus. Et ce sont ces deux hommes qui vont être à la tête de ce qui n'est au départ qu'une jacquerie, une révolte paysanne, mais qui va assez vite se transformer en un vrai mouvement de révolte. Due boudinte. Une révolte, une révolution. Très cher, n'ayons pas peur des mots. Et le 19 février 1730, ce sont 5000 hommes qui sont dans la plaine orientale aux portes de Bastia. Les partisans vont investir la ville. Là, les Génois qui se trouvent à la citadelle vont faire feu sur la foule. Et le cortège, qui est très malin, va se disperser, abandonner la place forte et on va descendre vers la basse ville, vers le vieux port. La cité de Bastia va être mise à sac. Magasins, négoces, entrepôts vont être pillés. Rien n'échappe à la fureur des assaillants, ni même les belles demeures bastiaises, ni les biens d'église. Et bien entendu, toutes ces grandes villas particulières vont être incendiées, les couvents saccagés, les hommes vont être molestés, parfois tués, et les femmes, certaines fois, vont être agressées. Oh mon Dieu! Alors t'imagines que pendant 2 jours et 2 nuits, Bastia va connaître une véritable terreur. Et une véritable cruauté va s'abattre sur les populations des villes, car ils sont accusés de s'enrichir au détriment des populations des campagnes. Et les Génois vont intervenir dans cette révolte en envoyant des troupes françaises enrôlées pour l'occasion. Et la Corse va basculer dans la guerre. Et oui, et c'est à partir de cet instant que Jacinto va rejoindre les insurgés. Et donc il va rejoindre Giafferi et Ceccaldi. Ils vont restructurer le mouvement et ensuite lui va apporter une dimension plus politique. Alors je crois qu'il serait assez intéressant de mentionner que Hyacinthe a mis quand même plus d'1 an avant de rejoindre les insurgés. Oui, c'est sûr, mais parce qu'à l'époque, la situation est très complexe. Imagine, Jacinto, lui, tu sais qu'il a travaillé dans l'ombre pour se faire élire représentant au Conseil des Nobles 12. Et ça, c'est difficile pour lui, parce qu'il y a la révolte. Lui, il ne pense pas que ça va durer, mais les révoltes vont durer, et donc il va être obligé de faire un choix. Vu de ce côté-là, c'est sûr. Mais bon, il a quand même fini par rejoindre le mouvement. Ça, c'était parce que le mal était grand et la révolution bien fondée. Eh oui. Dès lors qu'il décide de s'investir, il va s'investir avec force et ardeur. Et en tant que noble 12, à un moment donné, il va devenir un grand chef. Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. On dirait toi. Ça, c'est quand les partisani attaquent Bastia. Avec les coquillages. Aux Ondigo, nous voulons. Ça, tu l'as bien fait. Mais d'ailleurs, il y a quelques petites choses que j'ai pas trop bien compris. Tu veux pas me refaire un peu là? Alors, je t'explique. Allez. Déjà, pour que les hommes soient nombreux, il faut faire une tiam. Alors la tiam se fait avec aux Ondigo, au Goulombo. Parce que là, tu es obligé de faire venir du nombre pour annexer la ville de Bastia. Et la chapelle. Ouais. Les révoltes de Corse étaient donc animées par un profond sentiment d'injustice.
Les révoltés contestaient la suprématie des Génois et surtout leur position sociale dominante. Ils refusaient le fait d'être considérés comme des êtres inférieurs de par leur naissance. Mais en se dressant contre l'autorité du souverain, ils se rendaient coupables du crime de lèse-majesté, car nul n'avait le droit de s'opposer à la volonté d'un monarque. Ces révoltes ne pouvaient alors aboutir qu'à l'affrontement. Celui-ci fut sanglant, d'autant que les Corses n'étaient pas réellement préparés à la guerre. Il n'y avait chez les insurgés ni armée, ni commandement reconnu de tous. Et les événements prirent naturellement une tournure de guérilla mal organisée. C'est dans ce contexte trouble et sans réelle issue que débarqua dans l'île un baron allemand un peu fantasque, Théodore de Neuhoff. Pour les chefs corses empêtrés dans la guerre, ce baron portait l'espoir d'une solution inespérée. Ah, mais ne mets pas tes doigts dessus. Regarde, tu mets du gras sur Théodore de Neuhoff. Oh, c'est rien ça. Oh, En attendant, tu devrais noter oui. que durant les premières révoltes corses, Pasquale Paoli reste à la maison familiale, puisqu'il n'est âgé alors que de 5 ans. Bien entendu, les révoltes vont continuer. Et ce qui va marquer Paoli, c'est un événement important. C'est la venue du baron allemand Théodore de Neuhoff, qui va arriver en Corse en avril 1736. Alors il va débarquer en Corse et va rejoindre Alezane, où il va être proclamé roi par les chefs corses. Alors bien entendu, Pasquale Paoli va être impressionné par le faste de la cérémonie. Il va être aussi impressionné par la tournure des événements politiques dans l'île. Tu imagines aller chercher quelqu'un d'important en Europe pour le nommer roi de Corse. C'est assez curieux quand même. Eh oui. Alors bien entendu, tout le monde s'empresse d'aller à Alezane. Les habitants des 4 pièves voisines se rendent dans le village. Il y a une foule énorme. On érige même un trône sur la place publique. Et oui, et regarde, Théodore, il est impressionnant quand même. Il arrive avec une tunique maïgabide doublée en fourrure. Il faisait chaud en avril. En plus, il a le postiche surmonté d'un chapeau retroussé. C'est quand même assez particulier. Regarde. Il a belle allure quand même. Eh oui. Alors, il y a du monde. Et bien entendu, la foule est en liesse. Il y a des cris, des salves de fusils, ça en sort la fête, quoi. Tout ça pour pas grand-chose. Eh oui, Parce que bon, le règne de Théodore de Neuhoff ne va durer que 7 mois. c'est vrai. Son royaume est un véritable échec. Et la Corse va basculer une nouvelle fois dans la guerre. Dire que pendant 3 ans, les troupes régulières et les troupes des insurgés vont se mener la vie dure. Mais les Corses ne sont pas suffisamment armés pour faire face aux troupes de mercenaires envoyées par Gênes. Et les chefs corses sont obligés d'abandonner la lutte. Et oui, c'est ça. Pour les chefs vaincus, seul l'exil s'impose, malheureusement. Tu te rends compte, pour le jeune Pasquale, qui était alors un adolescent, cet exil a dû être quelque chose de terrible, non? Ah oui, d'autant plus qu'il avait vu son père et Aginto accéder aux plus hautes fonctions dans l'île. Il avait été anobli en tant que marquis par Neuhoff en personne, t'imagines. Et après, c'est la chute. Et pire, il y a le déshonneur du vaincu. Alors t'imagines la scène, des centaines de Corses qui vont quitter l'île. Ils partent en barque, et là, tu as une trentaine de chefs corses qui vont essayer d'emmener avec eux quelques membres de leur famille. Alors c'est triste, les gens pleurent, les gens s'embrassent parce qu'ils vont quitter la Corse pour toujours en laissant une partie de leur famille. Pour les adultes, ça a dû être quelque chose de vraiment terrible. Mais je pense à Pasquale. Tu te rends compte déjà qu'il avait perdu sa mère quand il était tout petit. Là, il perdait sa maison, il perdait ses frères, ses sœurs, ses cousins. En fait, il y a toute sa vie qui restait en Corse. Et il partait tout seul avec son père vers une destination inconnue. Et puis sachant que les Corses qui sont partis avaient juré de ne plus jamais revenir sur l'île. Mais bon, à cet âge-là, on fait quand même preuve d'une grande faculté d'adaptation. Ouais, mais bon. Au bout de cet exil, Pasquale va quand même découvrir une des plus belles et une des plus grandes villes de Méditerranée. Naples, une ville de culture. Une ville où l'activité intellectuelle est alors en plein essor.
Eh ouais, c'était une grande ville, Naples. Mais ce qui a dû le manquer le plus, c'était probablement un bel ugaggio des montagnes et une belle saucisse de castagnice de Monrosalia. Eh ouais, ils n'en avaient pas à Naples de ça. Non, je crois pas. Eh oui, tu as raison, Paul. Ces révoltes de Corse se sont terminées bien tristement pour tous ces notables insulaires, condamnés à la pire des punitions, l'exil. Encadrés par les milices génoises, ces hommes humiliés, le ventre noué et la larme à l'œil, s'entassèrent dans de frêles esquifs, bannis à jamais de leur île. Les révoltes de Corse, de 1729 à 1736, ont mis en exergue le mal-être de la société insulaire, dont les élites étaient empêchées d'accéder aux fonctions importantes de l'île, toutes réservées aux nobles génois. Mais ces révoltes aboutirent à la défaite des insurgés et à leur capitulation. Les révolutionnaires furent bannis, obligés à quitter l'île et à abandonner derrière eux leurs rêves politiques. À Naples, Hyacinthe Paoli est de suite enrôlé dans l'armée du roi Charles III. Son passé de chef militaire en Corse lui octroie une vraie reconnaissance. Et il obtient le grade de lieutenant-colonel dans le régiment des Corses de Naples, le fameux Real Corsica. Son fils Pascal est intégré à l'école militaire pour faire ses classes. Son père ambitionne pour lui une longue et belle carrière dans ce royaume de Naples, alors florissant. Car s'il pense souvent à la Corse, où il a laissé son autre fils, Clemente, en charge du patrimoine familial, il sait que Naples a bien plus à offrir à un jeune que cette île meurtrie, toujours en proie à la guerre civile. Il sait que l'étreinte génoise est toujours aussi solide en Corse, que la société est toujours des plus inégalitaires, et qu'il n'y a en définitive pas d'avenir pour les jeunes insulaires, si ce n'est d'accepter de servir les Génois en courbant l'échine. Pour Hyacinthe Paoli, Naples est bien plus qu'une terre d'exil. C'est un nouveau départ, une nouvelle ambition. Alors, la belle génoise, on se balade sans escorte. Ah, touché mais pas vaincu. Désarmé. Et le cul botté. À terre, Marot. Eh, lève-toi. Ça va, oh. Je pourrais avoir mon épée. Bien équilibré. Je me demande où tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu faisais dans les fougères? Eh ben, je me cachais comme un proscrit. Eh oui. Et sache, chaque Corse a dans le sang l'ADN d'un guerrier d'élite. Je vois ça, oui. Revenons à l'exil. Il y avait une tradition de mercenaires corses dans les rangs des armées d'Espagne. Eh oui. Et juste avant la révolte, Jaferi était officier au service de Naples et Cecaldi, lui, était médecin dans l'armée espagnole. Et ce qui fait dire à certains historiens que l'Espagne n'était pas totalement étrangère à ces révoltes de Corse, dans la mesure où, bien sûr, Gênes a toujours été considérée comme l'ennemi. Mais l'Espagne n'a pas officiellement aidé les insurgés. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de révoltes en Corse et souvent les exilés partaient à l'étranger et notamment dans le royaume de Naples. Et Naples a bénéficié de ces exilés corses, notamment des chefs d'expérience, pour enrichir les rangs de ses armées, de ses régiments. Et c'est ainsi que naquit le Real Corsica, composé d'officiers d'expérience. Et oui, et puis l'habit, la tunique du Real Corsica était magnifique. Rouge, avec des distinctives vertes et des boutons bien jaunes. Ah oui, ça c'était l'époque où les soldats devaient impressionner leurs adversaires avec des tenues flamboyantes. Alors, on était bien loin de l'idée du camouflage. Et figure-toi qu'ils croyaient que le fait d'avoir des uniformes cossus
Eh bien, c'était des armées de métier. C'était des armées riches et surtout avec des soldats surentraînés. Et ça faisait peur. Eh oui. Et Pascal Paoli, quand il est à Naples, il va d'abord avoir un enseignement militaire. Il va être enrôlé dans le régiment de son papa en 1741 à l'âge de 16 ans. Et ensuite, il va obtenir le grade de sous-lieutenant à l'âge de 18 ans. Et là, il va rentrer au Real Farnèse, il va être en garnison à Gaète, aussi à Syracuse, et il va finir à Porto Longone, à l'île d'Elbe. Alors bien sûr, son père dit que Pasquale n'est pas trop bon pour le métier des armes. En revanche, Pasquale, lui, il est très instruit, et il va bénéficier d'enseignements des grands penseurs ouverts aux idées nouvelles de lumière. Ouais, le plus grand penseur, c'était son père. Eh oui. Hyacinthe était quelqu'un de très instruit, qui détestait les monarchies de rois divins. Et Pasquale, lui, avait été éduqué aux idées des Lumières et au texte de Montesquieu. Tiens, d'ailleurs, Montesquieu, en 1728, il avait un peu attaqué cette noblesse génoise en disant que sa seule préoccupation, c'était sa prospérité et son avarice. Il avait même dit que tous les nobles génois étaient les seuls à pouvoir rendre justice, et de ce fait, il se trouvait intouchable. Il avait même rajouté qu'il existait une véritable tyrannie nobiliaire. Et ça, pour l'époque, c'était vraiment très osé. Ah oui. Et Pasquale, lui, quand il est à Naples, il va fréquenter aussi l'académie et il va avoir des cours de perfectionnement. Donc il lit et parle le latin, il parle aussi le toscan, même l'espagnol, et à un moment donné, il va parler le français, il le comprend parfaitement. Et bien entendu, il apprendra l'anglais. Et il va aussi suivre les enseignements d'un certain Antonio Genovesi. C'était un grand intellectuel, un des plus connus de son temps. C'était un grand admirateur des philosophes antiques et des Lumières. Alors tu vois, malgré les désirs de Hyacinthe de faire de son fils un militaire, Pasquale sera plutôt un philosophe, un érudit, un homme de lettres. Et ce sera vraiment très important pour la suite, ça. Moi aussi, je suis un homme de lettres. Mais avant toute chose, je suis un guerrier d'élite. Oh, déjà rien que ta position. Et alors? Il faut que tu sois plus souple sur tes jambes. Enseigne-moi. Oh, on va te voir combattre. Je comprends bien pourquoi on a perdu tant de guerres. Bon, ça va, j'ai compris. Allez, tu n'as pas envie. Puisque c'est ainsi, je retourne dans la forêt. Ça y est, il est encore parti. Pendant que Pascal Paoli suit les enseignements d'Antonio Genovesi à Naples et découvre les idées nouvelles des philosophes des Lumières, la Corse s'enfonce dans la spirale des révoltes et des guérillas. Il faut dire que dans l'île, la situation administrative et politique est restée inchangée malgré les révoltes de 1729. La noblesse génoise impose toujours ce que Montesquieu avait qualifié de tyrannie nobiliaire, uniquement préoccupée par sa propre prospérité et son avarice. Pour les Corses, la situation est d'autant plus inacceptable que Gênes n'est plus cette république florissante qui faisait rêver toute l'Europe au XVIIe siècle. Dès 1684, Louis XIV avait fait bombarder le port de Gênes, mettant à genoux la République génoise. Les guerres contre l'Autriche et le royaume de Savoie avaient par la suite fortement déstabilisé l'assise financière de Gênes, de sorte que l'État se retrouvait fort endetté. Il n'avait guère les moyens d'investir en Corse, ni même d'y maintenir une armée régulière. Son seul souci était de continuer à tirer avantage de sa domination sur l'île et de prélever l'impôt, en évitant toute dépense supplémentaire. Pour les insulaires, cela s'apparentait à du mépris. Ils jugeaient alors légitime de se rebeller à nouveau, estimant être victime d'un régime tyrannique. Car si le peuple ne peut se soulever contre son souverain, nul souverain n'a le droit de se muer en tyran. Pendant ce temps-là, en Corse, Et alors? la situation va se dégrader à nouveau. Et les pièves du Nord vont connaître des mouvements de révolte. Toutes les positions génoises, notamment les fortins, là où on administrait la justice, vont être attaquées.
Et c'est pour cela que les Génois vont faire appel à des mercenaires pour mater la rébellion. Et c'est la France qui va intervenir parce que les Génois n'ont plus de moyens financiers pour maintenir des troupes de mercenaires dans l'île. Le problème pour les Corses, c'est qu'aucune monarchie européenne ne les considère comme étant dans leurs droits. Exact. On est au siècle des Lumières. Et pour les grands penseurs, eh bien, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Exact. Et ça, ce ne sont que leurs idées. La réalité est tout autre. Les monarchies comme la France ou l'Angleterre, l'Espagne, même l'Autriche, eux ne veulent pas du tout endosser la responsabilité d'une guerre contre Gênes. Tu te rends compte? Il y a énormément d'intérêt en jeu. Eh oui, c'est vrai. D'autant plus qu'à l'époque, le crime de lèse-majesté est puni de mort. Et nul n'a le droit de contester l'autorité naturelle de son souverain, et encore moins de se dresser contre lui. Or, c'est exactement ce que font les Corses. Eh ouais, et c'est pour cela que, aux yeux des justices internationales, ils vont être considérés comme coupables de crimes de lèse-majesté. Parce que, bien entendu, aucune monarchie ne peut accepter ces faits sans mettre en péril, en fait, les fondements même du pouvoir royal. Ouais. Donc les Corses, vont être unanimement condamnés. Tu te rends compte qu'ils n'avaient même pas l'appui de l'Église pendant la révolte. C'est vrai. Si des moines ou des curés des pièves insurgés rejoignaient des troupes de révoltés, ils auraient été eux-mêmes rejetés par l'Église et la papauté. Pour les nations européennes, de toute façon, la Corse n'était pas en révolte. Elle subissait juste des petits mouvements de paysans que la justice se devait de mater. Mais par contre, ça explique pourquoi la France est intervenue, sous la direction de Gênes, pour mater ces premiers mouvements de rébellion paysanne. Et bien sûr, les services ont été facturés. T'imagines bien que les Français n'ont pas envoyé les troupes comme ça gratuitement. Donc la France intervient, mène des actions, mate un peu les rébellions et ensuite les Français s'en vont. Et dès que les troupes quittent l'île, les révoltes reprennent de plus belle. Ce n'était pas non plus une très grande révolte populaire, coordonnée, bien organisée, et surtout étendue à tout le territoire. C'est vrai que les actions ont été menées principalement dans le centre et le nord de l'île, en Castagnic, en Casinque, dans le Cortenay, dans le Nible, l'Ostrigogne et la Costa Verde, mais ni le sud, ni le Cap Corse, et ni les territoires où il y avait des présides n'ont participé aux révoltes, bien entendu. Évidemment. Tu pourrais me prêter mon cahier pour que je puisse rédiger toute notre réflexion, s'il te plaît. Sûrement pas, non? Tu vas me faire des pâtés avec ta plume comme la dernière fois? Alors, je vais troquer ma plume contre mon crayon de bois. Et ça, ce ne sont autres que les armes de la littérature, très chère. Mon très cher Paul, la réflexion est la première marche vers la révolution. Pendant ce temps-là, en Corse, et là, nous mis les étaient jeunes tout rantasés. Écris bien. Pendant ce temps-là, sous les châtaigneraies insulaires, les mêmes mots que ceux de 1729 engendraient les mêmes symptômes. La Corse n'était toujours pas unie et les actions des insurgés demeuraient désordonnées. Les chefs de clan se disputaient toujours le pouvoir et agissaient parfois les uns contre les autres. Partout dans l'île, le chaos régnait. Mais Gênes connaît dans le même temps une crise financière sans précédent. Les Génois ne peuvent pas maintenir des troupes importantes dans l'île de Corse. Ils abandonnent alors les zones montagneuses pour concentrer leurs efforts sur les villes portuaires, les fameux présides, qui permettent la surveillance du pourtour de l'île et des voies maritimes. Dans le centre de la Corse, les pièves de Castagnic, du Roustino, du Nebbio, du Bodio, du Cortenay échappent désormais totalement au contrôle génois. Corte tombe alors aux mains des partisans du général Gaffori en 1746. Gaffori, qui avait été secrétaire de Théodore de Nehoff, devient l'homme fort des révoltes insulaires. Il parvient à se faire nommer général en chef de la nation corse en 1751. Mais il est assassiné par des rivaux en 1753. Une fois de plus, la Corse perd son leader. C'est alors qu'intervient Clemente Paoli,
le frère aîné de Pascal, resté en Corse après l'exil de 1736. Sans Clemente Bauli, Pasquale Bauli n'aurait jamais été chef de la nation corse, ça c'est certain. Et c'est Clemente qui va proposer son petit frère pour succéder à Gafuri. Alors il va négocier dans l'ombre avec les chefs de clan insulaires pour que la chose soit possible, sachant que Pasquale est l'homme du moment et surtout qu'il a un réseau en Méditerranée. Mais Clemente, lui, il n'est pas très connu du grand public. Pourtant, son rôle a été capital. Évidemment. Alors Clemente, c'est l'aîné de la famille Paul. Il est né en 1711, soit 14 ans avant la naissance de Pasquale. Et comme le veut la tradition dans les grandes familles insulaires, Clemente va suivre en fait des études en théologie au couvent San Francesco de Morosaria. C'est vrai qu'à l'époque, il était coutume de diriger ses enfants, l'un vers une carrière ecclésiastique et l'autre vers une carrière militaire. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la famille de Dionisia Valentini, la maman de Clemente et de Pascal, puisque son père était capitaine et son oncle paternel, lui, était prêtre. Mais la vie a fait que Clemente n'a pas suivi sa vocation, puisque dès que son père est parti en exil, lui, il a dû s'occuper des affaires familiales. Alors, il est resté là, il s'est marié à Pastorecce, d'ailleurs, le village natal de sa mère, Dionisia. Elle a eu 2 enfants qu'il a appelés Jacinto et Dionisia, les noms de ses parents. Et Clemente a très mal vécu l'humiliation et surtout l'exil de son père à Naples, ainsi que le départ de son petit frère. Ce qui fera de lui un farouche opposant aux Génois. Et le riche passé prestigieux de son père et aussi son érudition font de lui un homme non seulement écouté par le peuple, mais encore très apprécié par les chefs de clan insulaires. On le dit très proche de Nicodème Pasqualini, qui n'est autre que son cousin, un homme très apprécié et aussi un homme très influent. Nicodème. Mais je trouve que ce serait important de parler du rôle des clans familiaux. C'est une bonne idée. Parce qu'un chef corse, c'est avant tout un chef de clan. Évidemment. Qui dirige avec ses frères et ses cousins. Et ça, ce sera une constante durant toute cette période de révolution. Et même lorsque Pasquale Bauli sera à la tête de la révolte, il dirigera avec ses frères et ses cousins. Eh oui, une histoire de clan, comme en Écosse, c'est certain. Et l'assassinat de Gafour le démontre une fois de plus. En réalité, pour choisir un chef corse parmi tous ces protagonistes insulaires, c'est une chose pas très aisée, voire même difficile, parce que comme tu le sais, en Corse, il y a beaucoup de jalousie, et les chefs de clan ne s'entendent pas forcément à chaque fois. Et donc les Corses vont aller chercher un chef extérieur en 1736, d'où la venue de notre fameux baron allemand Théodore de Nehoff. Mais ça n'a pas marché, car les Corses voulaient un leader, un vrai leader insulaire. Mais en 1754, une nouvelle idée émane, une idée qui émane de Clemente et de Nicodème, c'est certes de faire venir un chef extérieur, mais cette fois-ci un Corse de leur bord en la présence de Pasquale Bauli. Eh oui, un jeune Corse à la filiation prestigieuse, mais qui avait de toute façon toutes les qualités requises pour être un grand chef de guerre. Une bonne érudition et une formation militaire. Oui. Avec une belle allure et une intelligence hors du commun. Tu as bien raison, Karine, d'insister dans ton ouvrage sur le rôle du clan, car la politique, surtout en Corse, est avant tout une question de clan et d'alliance. Clemente a été l'instigateur, le personnage de l'ombre, qui a porté son frère aux plus hautes marches du pouvoir insulaire. Mais on retrouve derrière cette ascension tout le clan familial du Rustino, celui même qui avait jadis soutenu Hyacinthe. À Naples, Pascal n'ignore rien de la situation. Le régiment Real Corsica a été dissous en 1749, à la demande des Génois avec qui Naples vient de pactiser. Pascal se trouve ainsi libéré de ses obligations militaires. Il est désormais libre pour tenter l'aventure. Et malgré l'opposition farouche de son père, le jeune homme rêve de rejoindre sa terre natale et de laver l'honneur de sa famille, jadis condamnée à l'exil. Surtout que Clemente a préparé le retour de son frère dans ses moindres détails. La suite ne fut d'ailleurs qu'une formalité.
Le 14 juillet 1755, lors d'une consulte populaire au couvent de Saint-Antoine de Casabianca, Pascal Paoli fut nommé en présence de son clan, de ses amis, de ses alliés, général en chef de la nation corse. Le destin du jeune homme et de l'île tout entière venait de basculer. Ah, les senteurs et les odeurs de la Corse. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Je sais pas, j'étais en train de penser à Pasquale, loin de sa terre natale. Ça devait lui manquer tout ça, hein. L'odeur du maquis et surtout des châtaigneraies du Roustino. C'est surtout l'odeur de la Révolution qui devait lui manquer, oui. Et c'est vrai, une chose est sûre, c'est qu'il répond de suite à l'appel de son frère Clément. Par contre, son père, le vieux Jacinto, lui, va s'opposer totalement à la rentrée de Pasquale en Corse. Et on dit même, tiens-toi bien, qu'il ne voulait plus donner d'argent à son fils. Pasquale, il en avait besoin justement pour payer le bateau qui le ramène sur son île. Et pourtant, Hyacinthe n'était pas près de ses sous. Bah ça, on n'en sait rien. Hein. Mais c'est vrai qu'ils s'étaient disputés. Hein. Un petit peu. Mais bon, c'était plutôt à cause de l'écart générationnel. Imagine-toi que Hyacinthe, lui, est né en 1680. Pasquale est en 1725. Donc ça fait quand même un écart énorme. Ouais. Hyacinthe s'était exilé à Naples où il était devenu colonel. Et en 1755, il avait déjà 75 ans. C'est pas mal. Hein. Il était retraité, il vivait bien confortablement de ses rentes. Il s'était mis à lire des textes religieux et puis il s'était rapproché de Dieu. Alors, je pense qu'il avait bel et bien tourné la page. Hein. Et ouais. Et puis tu sais, il n'avait plus vraiment l'âme d'un révolutionnaire. Hein. Et il avait peut-être laissé son esprit de révolutionnaire pour laisser la place à l'esprit de la sagesse. Ah, sûrement, oui. Mais Jacinto, lui, il avait bien entendu peur pour son fils. Bah, c'est naturel. Non seulement la République de Gênes était un État souverain très puissant, mais il y avait la jalousie. Et surtout la jalousie de certains chefs de clan, parce que la Corse était divisée, et il y avait beaucoup de jaloux parmi nous. C'est pour ça que la venue de Pau, il était très malvenu. Et Jacinto, lui, préférait que son fils fasse une carrière militaire honorable à Naples, qui était une ville moderne, plutôt que de revenir en Corse et que sa tête soit mise à prix. Oui. Et il existe toute une correspondance entre Jacinto et son fils, et qui démontre bien que son père ne voulait pas qu'il rentre en Corse. Mais Pasquale a 30 ans, et bien entendu, l'appel de son frère est pour lui une opportunité de carrière. Donc il va rentrer. Surtout que Pasquale a une idée très précise d'un État idéal, moderne et républicain. Et moi, je crois sincèrement que pour la Corse, il avait envie de cet État nouveau, Ouais. inspiré de Polybe, de Montesquieu, de Machiavel, des auteurs qu'il a beaucoup lus. Mais Pasquale, lui, il rêve d'aventure. Et l'opportunité de rentrer en Corse à la maison est une véritable aventure. Il va quitter l'île d'Elbe, prendre une embarcation qui va être conduite probablement par des contrebandiers, et là, il va débarquer dans le Gaulle le 29 avril 1755. Son frère Clément l'attend, et là, ils vont remonter le Gaulle, retourner dans leur piève natale du Roustino, et pendant 2 mois, le mois de mai et le mois de juin, Pascal Paoli va parcourir toute la piève ainsi que les pièves voisines pour convaincre les chefs et les représentants de ces pièves à rallier sa cause. Et il va être nommé chef de la nation corse. Eh oui, et c'est le 14 juillet 1755 que Pascal Paoli va être nommé général en chef de la nation corse, ici même, au couvent Saint-Antoine de Casabianca. Et oui, et il deviendra Ouaboudiaba Adria. Tiens, regarde comme il est beau. Elle est pas mal, hein. De l'allure. Mais moi, je préfère celle-ci. Parce que derrière, il y a les partisani, ils tirent une salve de feu. Et en plus, il y a une femme qui recharge leurs armes avec la bandiera. Ah oui. Oh, quelle prestance. Ouais. Ou général. Il avait fière allure. Ce n'était pas la première fois que les insurgés se dotaient d'un chef, d'un général de la nation corse. Paoli succédait à Gaffori. Mais le jeune homme avait une ambition bien particulière à l'esprit, construire un État où le pouvoir ne serait pas aux mains de quelques nobles, hérité par filiation, mais délégué par les représentants du peuple.
Il imaginait ainsi mettre en pratique les belles idées démocratiques des Lumières, en créant un système politique fondé sur les notables locaux, élisant leur chef lors de consultes populaires, à l'image de celle qui lui avait donné les pleins pouvoirs. Dès le départ, Pascal Paoli n'est pas revêtu le costume du simple révolté, obsédé par sa guerre contre les forces génoises dans l'île. Non, il a endossé celui de chef d'État, porteur d'un projet de gouvernance révolutionnaire, car anti-monarchique. Et ce faisant, il a placé la Corse au centre de toutes les attentions et les préoccupations de son temps. La Corse de Pascal Paoli fut alors un grand laboratoire d'idées que tous les penseurs des Lumières regardèrent évoluer. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Franklin ou même Jefferson se passionnèrent pour les événements de cette petite île de Méditerranée qui osait bousculer l'ordre établi pour plus de justice sociale. Et même si les vieilles monarchies européennes combattirent ces idées et ce modèle révolutionnaire, elles saluèrent toutes, à leur manière, l'homme et rendirent hommage à son action. L'histoire était en marche et la Corse, petite île de 150 000 habitants, montrait le chemin que tous, bientôt, emprunteraient.